Eh bien, c'est parti pour ce quatrième rendez-vous du mardi avec aujourd'hui Marcia Burnier aux éditions Cambourakis. Bonjour. Je dis juste ça parce que ceux qui sont en intervenant, si vous ne parlez pas, ils ne vous voient pas en fait. Ah oui, d'accord. Alors C'est bonjour. ça, c'est ça. Christophe Perruchas pour 7 gingembre aux éditions du Rouergue. Bonsoir. Et Laurent Petit-Mangin pour Ce qu'il faut de nuit à la Manufacture des livres. Bonsoir. Merci à tous les trois. Alors, on a une petite habitude, vous ne la connaissez pas, mais les autres, oui. Avant de plonger dans les affres de la littérature et de l'écriture, on va faire un petit portrait chinois avec 3 questions où il faut répondre évidemment une réponse courte. Si vous étiez un vêtement, et là, ce n'est pas juste parce que Marcia répond en premier et que Christophe et Laurent auront toujours le temps de réfléchir. Moi, je pense que je vais dire un sweat à capuche parce que ça fait vraiment l'entièreté de ma garde-robe depuis quelques années. Donc voilà, ça sera ça. Je réponds à suivre, hein, j'attends pas. Ouais, voilà, on va essayer de faire la boucle comme ça pour pas On va que y ça arriver. revienne toujours à Moi, moi. je suis plutôt chemise. Voilà, c'est l'entièreté de ma garde-robe, c'est des chemises. Toujours les mêmes. Moi, j'aime bien les pulls. Bon. Si vous étiez une boisson, Un thé chaud, voilà. Et moi, je serais plutôt un verre de terrasse du Larzac. Et moi, un Manhattan. ah, pas mal. On est large. Si vous étiez un titre de roman, On a le droit d'en piquer un qui existe déjà ou pas? ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais Poe de Dorothy Allison. C'est très, très compliqué. Me vient comme ça, je ne sais pas si c'est de la poésie, me vient Rouge pute. Voilà. Le grand mot. Très bien. Et maintenant, je vais vous laisser 3 mots. Après, promis, je vous laisse parler autant que vous voulez. 3 mots pour définir votre roman. Rage, amitié, réparation. Époque, folie, abri. On pourrait creuser là. Pardon. Amour, déception, quand même. Oh, c'est 4, ok. Alors, on les prend, on les prend. Alors, nous, on vous a réunis, pas de manière fortuite, évidemment, tous les 3, parce que vous êtes peut-être les 3 romans de notre sélection qui posent des questions, qui interrogent en tout cas la société dans ce qu'elle a d'extrême, c'est-à-dire les agressions, le viol, le harcèlement, la prison, les idées extrémistes. Et donc, on pourrait apposer, peut-être vous ne serez pas d'accord, hein, et ce sera intéressant d'en parler, mais le terme de roman social ou de roman politique, au sens, pas de la politique évidemment, tout en donnant un visage et une humanité à tous ces concepts qu'on entend à longueur de journée, mais qui ne sont pas forcément incarnés. Pour vous, qu'est-ce que la littérature doit dire ou peut dire de la société ? Moi, je dirais que la littérature, elle se doit, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dise tout, et même dans les marges de la société. Et moi, je crois que c'est ça qui m'intéresse en ce moment dans la littérature, c'est qu'on ait creusé dans une littérature qui est, enfin, pardon, pas dans une littérature, mais dans des personnages ou dans des vies qui sont moins représentées. Et moi, je pense que la littérature, elle doit avoir à cœur de s'ouvrir en fait au plus de vies possibles, même aux vies qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas assez intéressantes pour être écrites, quoi. Moi j'ai en tout cas, tel que je conçois la chose, j'aime bien gratter justement les vies qui ont l'air complètement normales et complètement tranquilles, et de regarder comment il y a de l'anormalité en chacun de nous et comment parfois cette anormalité peut prendre le contrôle et nous emmener plutôt loin, là en l'occurrence en hôpital psychiatrique, et
en flirtant avec des interdits qu'on a tendance à fabriquer nous-mêmes. Donc cette espèce de part d'anormalité dans la norme m'intéresse beaucoup. Et quant à moi, je pense qu'il y a un vrai privilège de l'auteur ou de l'autrice, c'est-à-dire c'est de pouvoir mettre en situation, pouvoir exacerber des situations, c'est-à-dire rassembler des éléments, des événements qui vont conduire à se poser un certain nombre de questions. Des événements d'ailleurs qui ne se passeront pas forcément dans la vie réelle, mais en tout cas c'est le privilège de la littérature de permettre ça, de mettre une exposition particulière sur un sujet et derrière de se dire, bah, tiens, et si ça se passait, comment je réagirais? Et du coup, est-ce que pour vous, nécessairement, un écrivain doit être engagé? Est-ce que c'est une forme d'engagement, en fait, de choisir ces sujets-là? Après, peut-être qu'ils se sont imposés à vous. Et puis, ce sera intéressant de savoir aussi pour après, ce que vous allez écrire après. Parce que sur vos 3 romans, on se pose des questions, en fait. On a envie de savoir. On y reviendra plus tard. Mais est-ce que un écrivain doit être engagé? Et finalement, est-ce que écrire est un acte politique pour vous? Ou pas du tout, hein, c'est pas une question fermée, évidemment. Moi, je dirais que pour moi, c'est presque 2 questions un tout petit peu différentes, mais je crois que choisir qui on va faire parler et choisir euh, de commencer à écrire et de décider quelles histoires on va écrire est forcément un acte engagé. En tout cas, c'est un acte politique et ce serait pour moi presque un petit peu trop facile de dire qu'il y a ceux qui écrivent sur leur vie et qui seraient moins engagés que d'autres qui écriraient sur une problématique sociale. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait un choix de faire vivre des personnages, on s'engage dans quelque chose, on prend position. Euh, et c'est vrai que après, est-ce que tout est politique? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, le choix de qui on met en avant est politique, ça c'est sûr pour moi. Alors, je vais répondre aussi un peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que le sujet, la façon dont on le traite, peut-être même l'absence de visée politique peut être politique, c'est-à-dire que si on commence à voir les ficelles, à voir les coutures et puis à donner des leçons et à dire voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est moins efficace et c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. En revanche, si on donne tous les ingrédients au lecteur pour que lui-même s'insurge, lui-même nous suive et se reproche de nous suivre et nous, du coup, se pose des questions, etc., là, ça devient intéressant. Et moi, j'aime bien faire ça aussi, embarquer les gens jusqu'au moment où ils se disent, mais on ne peut pas le suivre, c'est pas possible. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir à quel moment les gens lâchent et les gens reprennent leur libre arbitre, se disent, mais le mec n'est pas sympathique. Et donc, du coup, ça me pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions. Et donc, du coup, ça ouvre un débat que je trouve intéressant. Tout, évidemment, en essayant de respecter la voix de ce ou de ce personnage et d'en faire un objet littéraire, c'est-à-dire pas au sens stylisé, mais au sens où il faut être le plus réaliste et le plus vrai, le plus juste possible dans cet univers-là. Je n'ai pas du tout répondu à la question. Oh, moi, c'était pas... moi, peu importe, hein. Moi, c'est passionnant, donc peu importe, tu réponds pas à mes questions, c'est Donc, pas c'est grave. politique si ça ne se voit pas. Voilà. Ouais, je comprends. Moi, de mon côté, bon, objectivement, il y avait vraiment aucune intention politique au démarrage. Je ne savais même pas d'ailleurs que le livre allait se passer dans un contexte politique, c'est-à-dire que j'avais envie de traiter de la déception de parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire, est-ce que des parents pouvaient être déçus par leurs enfants? Et finalement, cette déception, elle aurait pu d'ailleurs se manifester par plein de choses différentes. C'est-à-dire, en l'occurrence, j'ai choisi la déception liée à un engagement différent au niveau politique, mais bon. Donc ça s'est fait moi très très en douceur cette histoire, c'est-à-dire que réellement c'est ce que je dis d'une manière générale dans les rencontres et bon c'est ça vraiment la réalité de ce roman, c'est que j'avais une scène que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, qui était la première scène du livre, je l'ai écrite et après finalement le roman s'est un peu engagé et donc ouais non je pense pas moi vraiment avoir eu avoir fait un acte politique en écrivant ça.
Si je peux me permettre, ce que je trouve assez intéressant dans ce que vous dites, Christophe, enfin, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais Oui, on peut se tutoyer. c'est plus simple. C'est vrai que je trouve que des fois, on oublie que la manière dont, tout simplement, on écrit, c'est-à-dire la manière dont on décrit un personnage, la manière dont on le fait vivre, est forcément un choix. Et de fait, on ne s'interroge pas toujours sur comment ces personnages-là sont construits. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Et quand même, moi, j'aurais tendance à dire que c'est politique de choisir comment on décrit, comment on fait vivre ces personnages-là, même dans les plus petits détails. Ouais, moi, je trouve ça hyper chouette de dire ça, effectivement. Donc, tout est politique sans lettres. On va le résumer comme ça. Ça met en même temps. C'est vos premiers romans publiés. On a envie de savoir si on a dans les tiroirs, évidemment, la petite histoire de cette première publication. Comment un tel sujet, parce que vous avez quand même des sujets forts, parce que même Laurent, si on enlève la question sociale, la question de est-ce qu'un enfant peut décevoir un parent, on est quand même face à une problématique forte. Comment ça s'est imposé à vous pour en tirer un roman et comment on fait entrer finalement le romanesque dans des questions qui pourraient être des questions de société. Voilà. Comment on tire le fil du romanesque par rapport à de tels sujets? Bah, je pense que de mon côté, oui, il y a clairement un aspect où le sujet s'est un peu imposé à moi. De fait, moi, j'entendais parler... il se trouve que, bon, c'est un secret pour personne, j'ai été victime de viol à plusieurs reprises. Je travaillais au planning familial, j'en entendais beaucoup parler. Mes copines, c'est un sujet qui revenait. Donc, bon, le sujet, j'ai pas été le chercher très loin, le sujet, ça c'est sûr. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'aller creuser quelque chose qui était avec moi au quotidien et avec la fiction, d'aller un petit peu explorer au-delà de ce que je pouvais faire avec un essai ou dans une discussion avec des copines, quoi, d'aller imaginer, notamment sur la question de la réparation, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire, qu'est-ce qui s'offrirait à nous. Et l'autre aspect, c'est que je crois que j'en avais, c'est un truc très pragmatique, mais j'en avais un peu marre de raconter ce que c'était pour nous, en fait, le quotidien. J'en avais marre d'expliquer, j'en avais marre de parler à mes amis, à mes parents, à mes collègues. Et je me suis un peu dit que j'allais écrire ce livre et que ça allait être un bon moyen de transmettre un peu ce que c'est d'avoir été victime de viol au quotidien et des questions qui nous travaillent. Donc c'est aussi voilà, un livre qui permet d'entamer le dialogue ou qui permet en tout cas de m'éviter un certain nombre de discussions pénibles, que je trouve assez pénibles. Moi, c'est mon premier roman, j'en ai jamais, j'ai rien dans les tiroirs. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'était effectivement voilà, un premier jet. Et ça s'est fait aussi très doucement parce que moi, je n'ai pas prévu d'écrire un roman comme ça de but en blanc. C'est-à-dire que j'écrivais beaucoup à la première personne au départ. Puis, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien écrire sur ce sujet. J'ai l'impression que je ne trouve pas des livres qui... Enfin, j'avais l'impression que la littérature, il y avait quelque chose à apporter. C'est peut-être un peu... Je ne veux pas être présomptueuse, ça ne veut pas du tout dire que ça n'a jamais été fait, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de mettre moi et mes copines sur papier. Et j'ai été beaucoup encouragée. C'est là où j'ai eu de la chance, c'est qu'on m'a beaucoup poussée, on m'a dit qu'il fallait y croire. Et je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Et là, pareil, l'animatrice m'a dit, mais il faut continuer, là, il faut vraiment se donner. Et il a fallu que je finalement me dise, OK, je vais vraiment y croire et que que je quitte mon boulot et que je prenne une période de chômage pour pouvoir donner un peu le dernier... le dernier jet, quoi, parce que c'était trop difficile de travailler là où je travaillais et d'écrire en plus le soir. Et voilà, du coup, ça s'est fait petit à petit et j'ai mis du temps à y croire. J'ai mis énormément. Je raconte souvent que quand Isabelle Cambourakis, qui est l'éditrice de la collection Sorcière, m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle allait éditer le texte. J'ai été vérifier dans le dictionnaire que éditer ne pouvait pas avoir d'autre sens que publier. Je me disais, mais peut-être qu'elle veut juste le corriger. Je ne sais pas. Enfin, voilà, c'était très, voilà, très irréel pour moi.
Et, et j'ai mis du temps à y croire encore. J'ai repoussé le moment où j'allais célébrer. Je me suis dit, je célébrerai quand je signerai le contrat, puis ensuite quand il sortira, puis quand j'aurai les premiers exemplaires. Enfin, voilà. Du coup, c'était pas une vocation où j'y ai cru depuis le début, quoi. Mais maintenant, c'est bon. Vous êtes là, le roman est lu, Oui. il est là. On Il est confirme, là. on l'a lu. Il existe, oui, exactement. 7 gingembre, je l'ai commencé plutôt sur une impression, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aller passer un petit peu de temps pour visiter quelqu'un à Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique au cœur de Paris du 14e arrondissement, qui est un bâtiment qui a plusieurs siècles. Et j'avais évidemment très très peur, puisque même si c'est au cœur de la ville, c'est la marge, et c'est ce que la société a tendance à rejeter, à ne pas vouloir voir, etc. Donc je suis allé là la première fois, rempli d'appréhension, d'a priori, etc. Et puis, j'y suis allé une fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis rendu compte que j'aimais bien cet endroit. Il y avait un côté un peu bulle, un côté abri, c'est pour ça que je parlais d'abri tout à l'heure. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de cette sensation-là? Et puis, il se trouve que par ailleurs, je travaillais dans des grandes agences de publicité où j'étais sans arrêt, évidemment, confronté à quelque chose qui allait vite, qui parfois traitait mal les gens. Et on commençait à l'époque à parler, c'était avant MeToo, mais c'était de façon concomitante. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas une collection de faits divers, ces gens qui abusent des jeunes filles ou des jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas forcément, même si globalement, c'est plutôt des hommes qui s'attaquent à des femmes et qui utilisent leur pouvoir et en tout cas la peur, c'est ce que c'est la peur qui est au cœur de ce roman. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même, pour que ces abus aient lieu, il fallait déjà initialement fabriquer une espèce de chape de harcèlement plutôt moral, c'est-à-dire ça n'arrive pas de façon systémique, sinon c'est des faits divers, oui, bah, d'accord, c'est une agression sexuelle, c'est un viol, mais je trouvais que dans ce milieu, alors pas forcément la publicité, ça peut être le cinéma, ça peut être la télé, ça peut être plein de choses, mais ce milieu, il y a beaucoup d'effervescence, et puis finalement, petit à petit, il y a de moins en moins d'argent, les conditions sont de plus en plus dures, les gens sont de plus en plus objectivés, et c'est là-dessus que un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément suffisamment d'épaules, ou suffisamment de bouteilles, ou ne sont pas suffisamment formés pour, arrivent à péter les plombs et à se considérer comme intouchables et à faire des choses de façon, c'est pas du jour au lendemain, je deviens un sale type, c'est-à-dire que je deviens un sale type de jour en jour, mais je suis asphyxié par ce système dont je suis le combustible. Et ça qui m'intéressait. Et donc, quand j'ai vu ces deux trucs-là, je me suis dit, je commençais à avoir une tension narrative. Et puis, ça m'a permis aussi, l'hôpital Sainte-Anne, de confronter ce que j'appelle ces personnes issues de la Macronie triomphante, c'est-à-dire des gens qui se disent que tout va bien, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, que tout est start-up, etc. Et j'ai trouvé que en allant à Sainte-Anne, j'ai rencontré aussi des gens et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'abandon, qu'il y avait vraiment deux mondes qui n'arrivaient pas à se parler. Et alors, en dehors du fait que c'est la chute d'un quadragénaire, je crois qu'il est publicitaire, blanc, etc., que je fais de l'intérieur, je trouvais que c'était intéressant de le voir se confronter au cœur de Paris à des choses dont il était absolument coupé de par son occupation, etc. Donc c'est à la fois un abri et c'est à la fois un révélateur d'un... Voilà, c'était plutôt ce sentiment qui m'a... C'est encore pas très clair tout ça, mais on va y arriver. Voilà. Et alors pour répondre à la deuxième partie de la question, après je fais vite parce que je suis extrêmement bavard, c'est pas tout à fait mon premier roman en fait. J'en avais écrit un autre qui va paraître bientôt parce que je l'ai retravaillé, j'ai compris un certain nombre de choses peut-être, et voilà. Et donc c'est un roman qui va paraître au mois d'août prochain, donc à la prochaine rentrée, et qui va traiter aussi, comme par hasard, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, d'une certaine forme de folie, voilà, aussi. Ben, on sera là. Parce qu'on suit, on reste pas au premier, on suit après. Laurent? Oui, bon, moi j'ai écrit un peu avec des lubies. Moi aussi, enfin, c'est pas enfin, c'est pas réellement mon premier roman, c'est mon premier roman publié, mais c'est pas le premier roman que j'ai écrit. Et bon, j'écris par lubie, enfin, c'est-à-dire j'ai envie d'écrire sur même pas un thème, ça serait bien prétentieux, mais sur une idée. Par exemple, bon, j'ai un roman, celui qui sortira bientôt. C'est initialement, il est né j'avais envie d'écrire sur un tunnel. Bon, voilà. Donc, il y a une histoire qui s'est construite autour de ce tunnel.
On voit d'ailleurs que le tunnel après ne prend pas une part si importante que ça dans le texte final, mais bon, ça donne, disons, un départ. Et finalement, bon, ce texte-là, Ce qu'il faut de nuit, bon, encore une fois, bon, il est né sur se dire, tiens, la déception, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis, bon, se dire aussi, tiens, il y a peut-être des minutes qui comptent plus que d'autres. Ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours aimé, moi, les films de Lelouch, par exemple, pour ça. C'est un grand malade, minute qui compte, Lelouch, c'est-à-dire à une minute près, la vie aurait pu être complètement différente. Je pense que c'est un truc qui le hante. Et bon, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc voilà, voilà un peu comment est né ce roman. Donc il est né assez doucement finalement. Il est né sur une envie d'écrire sur la déception et sur les minutes qui comptent. Voilà. Très bien, c'est venu assez doucement finalement, tous les trois, vous êtes là dans cette idée-là. Et justement, quel est votre rapport à l'écriture? Alors, Marcia a ouvert un peu la porte en disant j'ai dû arrêter de travailler et puis je me suis lancée, mais voilà, est-ce que vous êtes un écrivain de jour, de nuit, je travaille beaucoup et ensuite je m'arrête? Enfin, voilà, on a envie de savoir un peu quel est votre rapport à l'écriture? Surtout, pardon, je finis ma question comme ça, après je vous laisse. Surtout, on s'était déjà posé la question la semaine dernière, mais vous avez des sujets forts, des personnages forts. Comment on cohabite avec tout ça en fait? Quelle distance on met avec ce type de personnage ou de récit qui prend aux tripes, quoi? Bon, alors sur la dernière partie de la question, ça je peux évacuer assez facilement. Moi, en tout cas, j'ai pas de souci de cohabitation. De toute façon, je cohabite avec. Donc, que ça soit écrit ou pas, ça change vraiment pas grand-chose. Par contre, quel type d'écrivaine je suis? Alors là, je crois que j'adorerais être quelqu'un qui suit les conseils qu'on donne toujours, c'est-à-dire il faut écrire tous les jours, l'écriture c'est un muscle, etc. Sauf que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc, je mets énormément de temps à me mettre au travail. Enfin, il faut que je sois honnête, quoi. Donc, je ne peux pas du tout écrire dans des interstices. Ça, j'arrive pas. Je me rappelle qu'on me disait beaucoup, mais enfin, pour écrire un roman, le soir, t'as qu'à travailler après le boulot, t'as qu'à écrire. Moi, c'est impossible, quoi. Je mets beaucoup de temps. Et j'espère que pour le prochain, j'aurai pas besoin de ça, mais c'est vrai que pour celui-là, je me rappelle que ce qui me motivait, c'était vraiment de me plonger dans un état assez mélancolique. Donc, j'ai des playlists voilà, pour me créer cet état de manière artificielle, parce qu'évidemment, c'est pas mon état. Enfin, je suis pas tout le temps mélancolique, quoi. Du coup, j'ai beaucoup écouté, alors je ne sais pas si c'est une référence, mais j'ai écouté une artiste qui s'appelle Soko, qui fait des albums entiers sur ses ruptures amoureuses et sur plein de choses. Ça m'a beaucoup motivée à écrire. Et j'ai fait des espèces de résidences, quoi, informelles, mais des moments où j'allais écrire avec d'autres copines qui soit écrivaient une thèse, soit écrivaient un roman, soit aussi, et qui étaient plus disciplinées que moi et qui, par exemple, me confisquaient mon portable, m'imposaient un rythme de travail. Ça marche assez bien. Mais voilà, je suis pas une bonne élève de l'écriture. Mais j'aime beaucoup ça, mais je mets du temps, quoi. Et moi, je n'ai pas non plus de gymnastique particulière. Je vis par contre longtemps avec mes personnages et surtout, j'ai une petite. Je suis peut-être un peu toqué, mais j'essaye de me mettre dans leur peau, puisque je me rends compte que là, je suis en train d'écrire un troisième texte où je dis encore c'est-à-dire j'ai du mal à dire, à surplomber, à dire il traversait la rue, j'ai du mal avec ça, mais un jour peut-être j'y arriverai. En tout cas, ce n'est pas mon truc. Et je vis avec beaucoup avec les personnages. Donc j'ai passé beaucoup de temps à Sainte-Anne pour écrire cette gingembre. Là, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans des endroits. Le prochain roman, ça traite du syndrome de Diogène, donc de l'entassement pathologique et des gens qui gardent tout pendant 30-40 ans. Donc, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis vraiment immergé. Et là, je passe beaucoup de temps au cimetière Montparnasse, Montmartre, parce que je vais réveiller des gens qui sont plutôt morts dans les années 20. Et donc, je suis toujours en train de... Il y a toujours une partie de ma tête qui s'occupe de ça. Je prends des notes beaucoup, je fais du vélo, je note, voilà. Et après, je me retrouve avec une espèce de matière. Là, je dois avoir plus de 200 pages de notes
des choses qui ne parlent qu'à moi pour l'instant, parce que c'est presque même, ça fait même presque peur. Je fonctionne plutôt par fulgurance. Une fois que j'ai fait des choses comme ça, je sais qu'il va falloir que j'écrive 10, 15 pages à la suite, et puis peut-être que pendant une semaine, il ne va rien se passer. Et à contrario, parfois, je m'astreins à écrire pendant 1 heure tous les jours et de garder le meilleur. Donc, il n'y a pas vraiment de recette, à part quand même le fait d'être quand même constamment obsédé par l'univers. Voilà. Alors, dans cette gingembre, c'est un petit peu embêtant parce que c'est quand même, on est quand même autour de l'obsession sexuelle, etc. Donc, du coup, au début, c'est divertissant. Et c'est vrai qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre de ce personnage qui ne voit, et je commençais à voir comme lui. Et donc, du coup, il fallait passer à autre chose. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un prolongement de ce qui aurait pu être moi voilà, que je lui donne à manger et ça devient un monstre. Et après, il faut que je passe à autre chose. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'écris sur la folie. Oui, la question de la cohabitation n'était pas totalement étrangère à cette gingembre et à cet univers, effectivement, pour en sortir après avoir écrit tout ça. Laurent, des rites, des rituels, des manies d'écriture? Ouais, j'écris par phase déjà, c'est-à-dire que bon, il y a des phases où j'ai vraiment envie d'écrire et puis d'autres où j'ai envie de tout faire sauf écrire. Donc bon, c'est plutôt des phases on va dire, de 6 mois par exemple. Après, je pense que je suis assez efficace dans mon écriture, c'est-à-dire que j'adore écrire en avion. Bon, j'ai pris beaucoup l'avion, mon empreinte carbone est détestable là-dessus, mais bon. Donc j'ai écrit beaucoup à bord. C'était des vols courts, temps contraint, et j'adore écrire en temps contraint, c'est-à-dire bon, en 40 minutes, se dire bon ben je vais écrire, je sais pas, 3-4 feuillets. Donc sur un carnet, hein, il faut surtout pas sortir l'ordinateur dans ces moments-là. Et puis les reprendre évidemment après, un jour après ou le soir sur ordinateur. Et puis là, bon, commencer le travail de relecture à haute voix, sous différents formats, utiliser Word dans tous ces aspects pour permettre de lire le texte différemment à chaque fois. Donc ouais, c'est un peu donc par cycle. Et puis, j'arrive à écrire dans ces cas-là pas très longtemps par jour. Donc, du coup, moi, à la différence de Marcia, j'écris assez bien dans les interstices. J'y arrive, quoi. J'arrive à rentrer ça. Au contraire, c'est presque moi un élément qui me permet d'avancer sur le texte. Bon, voilà, donc c'est assez. Quand les idées s'enchaînent bien, c'est-à-dire quand finalement la narration progresse bien, bon, finalement, on arrive assez rapidement comme ça, en quelques semaines, à écrire un texte. Et justement, est-ce que le rapport le fait d'être publié change votre rapport à l'écriture? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon, maintenant la porte est ouverte, si c'est une porte ouverte, hein, peut-être c'est pas la bonne idée. Voilà, est-ce que ça modifie votre rapport? Et puis nous, on aime bien, on s'appelle 68 premières fois, c'est bien parce qu'on aime bien la magie des premières fois. Donc, une petite anecdote, ou alors Marcia a déjà dit, a révélé le mail reçu pour éditer, mais voilà, quelque chose autour de cette première fois, de cette publication, et de toutes ces heures de travail vont être portées au regard des autres. Voilà, donc 2 questions. Le rapport à la publication, et puis est-ce que ça change aujourd'hui quelque chose dans votre rapport à l'écriture? Pour moi, c'est une question très vaste et par ailleurs assez intime. Je crois que si je suis vraiment honnête, ça a changé énormément de choses. J'aimerais vraiment pouvoir dire que ça n'a pas changé tant que ça, mais de fait, je dirais qu'il y a 2 étapes. La première étape, ça a été d'écrire et d'être publié en ligne, d'écrire des textes courts et d'être lu. Voilà, pas publié, mais en tout cas d'être lu et d'avoir des retours sur un texte. Et ça, quand moi j'ai commencé à écrire des textes courts qui étaient à la première personne, pour le coup, qui n'étaient pas de la fiction, de commencer à voir que c'est lu, c'est assez... je ne sais pas comment décrire ça, mais moi, ça m'a énormément motivée, en tout cas, de sortir du huis clos avec moi-même et de voir qu'il y a des réactions, de voir les interactions que ça peut déclencher, les discussions. Ça j'ai trouvé ça vraiment très nourrissant, si je peux dire.
Après, de passer à carrément être publié dans une maison d'édition, oui, ça change. Et ça a des bons et des mauvais côtés. Moi, je crois que le mauvais côté, c'est que j'ai du mal à écrire du coup maintenant des textes qui n'ont pas un but. C'est-à-dire, j'ai du mal à écrire juste pour moi quelque chose qui peut-être adviendrait à un moment donné un chapitre ou pas. Mais là, j'ai l'impression d'être vraiment à me dire que tout doit être utilisable, entre guillemets. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai eu un gros passage à vide au niveau écriture après la sortie du roman. C'est-à-dire que j'ai pas pu écrire une ligne pendant plusieurs mois. C'était impossible. J'avais l'impression que rien venait. Puis après, ça s'est redéclenché, mais ça a été assez brutal. Et, et bon, je crois qu'on peut... C'est difficilement racontable et imaginable ce que ça fait de se séparer de son texte, parce que c'est ça qui se passe quand il est publié et qu'il est ensuite vendu et discuté sans vous. Hein. On est obligé d'apprendre à lâcher et d'apprendre aussi que les gens y verront ce qu'ils ont envie d'y voir ou ce qui va les toucher eux, et qu'on ne peut pas être derrière chaque lecteur et chaque lectrice pour leur dire ah, par contre ça c'est comme ça, enfin voilà. Et donc il faut apprendre à lâcher, et ça n'a pas non plus été toujours facile, mais c'est un apprentissage en continu, et moi j'ai la chance, enfin je ne sais pas du tout si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas j'ai énormément de retours, donc je reçois des messages encore maintenant assez régulièrement, voire très régulièrement, et ça fait ça aide ça garde un lien avec le texte, quoi. J'ai l'impression d'être toujours un peu liée à ça, et ça, je trouve ça très chouette. Alors, les deux termes de la question, c'était la publication et puis après. Est-ce que ça change le rapport à l'écriture? Mais c'est drôle parce qu'en plus, si le prochain roman est en fait le premier, Oui. forcément. Et Alors, puis ce moment où vous avez su que vous étiez publié, quoi. ouais, c'est marrant parce que du coup, il y a tout un côté de moi qui ne s'autorisait pas à écrire ou qui écrivait, mais qui se disait de toute façon, je ne serai jamais publié puisqu'il y a quelque chose de surplombant et d'intimidant. Et donc, le premier roman qui va paraître bientôt, qui était le premier, mais qui sera le second, j'ai travaillé pendant un an avec une maison d'édition dont je tairai le nom. Et en fait, on a fait 3-4 versions du roman. Et puis, la veille de la publication, le patron a dit non, c'est un petit peu noir, on ne va pas le faire. Et donc, du coup, j'étais presque publié et ça s'est dérobé sous moi. Donc, c'est-à-dire que il s'est passé 3-4 ans où j'étais quand même relativement déçu, où je n'ai pas écrit. Et c'est cette gingembre qui m'a permis de me réatteler à tout ça. Et le jour où j'ai envoyé, ce qu'on fait tous un peu, j'imagine un peu pareil, c'est-à-dire que voilà, on écrit la chose, on l'imprime et puis on la met dans des enveloppes et on l'envoie. Moi, je l'avais envoyé à 5 ou 6 maisons d'édition voilà, dont j'aimais beaucoup le travail. Et puis, 3 jours après l'envoi, je me rappelle exactement, c'est marrant, hein, voilà, je vois mon téléphone sonner, je vois un numéro que je ne connais pas, je le prends et c'était Nathalie Desmoulins, donc, qui est l'éditrice Rouergue, la Brune Rouergue, qui me dit j'ai lu votre roman, est-ce que vous l'avez envoyé à beaucoup de gens? Je l'ai lu une fois, je le relis demain, je vous rappelle. Voilà. Et donc, du coup, elle m'a rappelé le lendemain, elle dit je l'ai fait lire, on va le publier. Donc, il s'est passé, en fait, entre l'envoi et le coup de téléphone, 4 jours, là où il s'était passé sur le premier, 1 an et demi de galère. Il y a quelqu'un de chez Gallimard qui m'avait appelé pour me dire on ne va pas publier votre roman, mais on voulait savoir si ça va, vous. Parce que du coup, visiblement, il est assez noir aussi. Et donc, du coup, voilà, j'étais presque, et puis je suis retombé, et là, c'est allé beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, du coup, j'ai repris le premier, et c'est vrai que j'ai tout cassé, en fait. J'ai tout cassé pour la 4e fois, et en fait, c'est le même, mais complètement différent. Et il y avait quelque chose de libéré, en fait. Je me suis senti autorisé. Donc, c'est la parution du premier à autoriser ça. Et là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, parce que j'aime beaucoup ça, en fait. Voilà. J'ai une expérience assez similaire à celle de Christophe, c'est-à-dire que j'ai envoyé 2 manuscrits à Pierre Fourniot de la Manufacture de Livres le mercredi soir, en lui écrivant d'ailleurs pourquoi il ne devrait pas les lire. Enfin, je veux dire, en termes de marketing, c'était assez détestable. Je lui ai envoyé un mail en disant ouais, je ne suis pas trop sûr que ça corresponde à
à votre ligne. Bon, il n'y en a aucun des deux d'ailleurs qui correspond vraiment à votre ligne, et d'ailleurs ils ne correspondent pas pour les mêmes raisons à votre ligne. Bon, bref, donc j'ai fait un texte assez alambiqué là-dessus. Mais bon, j'ai eu la bonne idée de lui mettre quelques mots-clés, en fait. Bon, et il y en a un qui a raccroché chez lui, c'est RDA, parce que bon, l'autre texte se passe en Allemagne de l'Est, juste après la guerre. Et il a commencé à lire ça. Donc, je lui ai envoyé le mercredi soir, il m'a appelé le vendredi matin. Et le vendredi matin, pour la petite anecdote, justement, j'étais aveugle. C'est-à-dire que bon, je ne voyais plus rien. J'avais perdu d'un coup d'un seul l'usage d'un œil. Et j'étais à Amsterdam en expat là-bas, tout seul. Bon, et du coup, j'ai appelé mon ophtalmo, bon, qui évidemment, un ophtalmo, ça ne répond jamais tout de suite. Ça rappelle éventuellement. Et là, je vois un 06, donc comme Christophe, apparaît, je me dis, bon, bah, super, c'est l'ophtalmo qui me rappelle pour me dire ce qu'il va me prendre en urgence, quoi. Enfin, je vais rentrer vite d'Amsterdam à Paris, il va me prendre en urgence. Et c'était Pierre donc, qui me disait, bon, ben voilà, je vous ai envoyé déjà un mail, vous l'avez lu, tout ça. Et j'ai mis quelques temps pour comprendre que donc, il m'appelait au sujet des textes que j'avais envoyés 2 jours avant. Bon, il a lu, donc du coup, il a lu celui qui va sortir bientôt à l'automne, on va dire, et en me disant, bon, j'ai envie de le publier. Puis il m'a dit, je vais m'atteler à ce qu'il faut de nuit. Et donc, il m'a rappelé dans la journée pour me dire, bon, on a 2 raisons de se rencontrer la semaine prochaine à Paris. Donc, voilà pour un peu l'anecdote et c'est exactement comme pour Christophe, c'est-à-dire vous avez le sentiment de passer des années et des années à espérer ce coup de fil. Quand il arrive, d'ailleurs, vous n'êtes même pas au taquet, c'est-à-dire que vous êtes en train d'espérer autre chose, vous espérez l'appel de votre ophtalmo, ce qui est quand même terrible à dire. Bon, après, d'une manière générale, le rapport, je trouve, change quand même énormément, qu'on le veuille ou non. C'est sûr que quand vous avez des retours sur votre premier texte, qu'on vous explique pourquoi, on aime ou on n'aime pas votre premier texte, mais bon... les gens sont sympas en principe, ils vous disent surtout pourquoi ils l'aiment bien. Bon, c'est quand même assez emprisonnant comme élément, c'est-à-dire que vous êtes tenté après de vous dire, si je m'en écarte de ça, est-ce que les gens continueront à m'aimer bien, c'est-à-dire est-ce que si je suis un peu moins contemporain, est-ce que, si mes personnages ne sont pas comme ils sont dans ce premier texte, est-ce que ça va continuer à plaire aux gens? Et donc, c'est terrible. Bon, heureusement d'ailleurs qu'effectivement le texte est écrit. Bon, j'en ai réécrit d'autres d'ailleurs depuis, mais heureusement qu'en tout cas que celui-ci était déjà écrit, parce que au moins c'était fait. Mais il y a quand même une certaine pression. Et c'est vrai que on a beau essayer de s'en départir, elle est là. Puis après, il y a un autre élément, c'est que quand vous écrivez de nouveaux textes, évidemment, maintenant, vous ne les envoyez pas comme ça, justement dans ces fameuses enveloppes dont a parlé Christophe. Bon, vous les envoyez tant qu'à faire à votre éditeur, quoi. Et là, c'est un peu du qui tout double, c'est-à-dire que c'est terrible. C'est beaucoup moins anonyme, évidemment, c'est beaucoup plus personnalisé comme expérience. C'est-à-dire, selon ce qu'il va vous répondre, c'est quand même très différent. Tant que vous ne connaissez pas votre éditeur, vous avez une lettre qui vous dit, non, ça ne nous a pas trop plu. Voilà, c'est pas très engageant, c'est pas très grave. Quand c'est votre éditeur qui vous dit « ouais, mais là, non, je ne suis pas trop sûr » ou au contraire, tiens, j'ai envie, c'est complètement différent comme histoire. Donc, il y a une pression supplémentaire vis-à-vis de votre propre éditeur qui apparaît dès lors que vous avez commencé à nouer quelque chose avec lui. C'est à la fois une pression, je reprends la parole, c'est mal poli, c'est à la fois une pression et c'est aussi une équipe, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul et qu'on peut... alors moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça, mais là, je suis en train de ping-ponger un peu, en tout cas, de montrer des choses, pas tellement pour savoir si c'est bien ou pas, mais pour savoir si je ne suis pas en train de me perdre. C'est plus ça qui... voilà. Et donc, il y a effectivement cette pression, et de l'autre côté, il y a cette main, enfin, c'est un peu les deux, quoi. Et voilà. Et je suis assez... Moi, mon métier, c'était... c'est toujours d'ailleurs... parce qu'on ne vit pas toujours de la littérature, il faut quand même le dire, en 2021. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que, mais non, pas du tout. Mon métier, c'est d'inventer des idées et de le présenter à des gens qui, a priori, n'ont pas envie de les acheter. Donc, voilà. Et donc, je fais ça depuis 20 ans. Donc, c'est vrai que j'ai une petite carapace quand on me dit c'est nul, c'est pas bien, etc., qui a tendance un petit peu à disparaître quand il s'agit de choses un peu plus personnelles. Donc, c'est bien d'avoir cette main
voilà, qui nous aident. Et donc, le boulot d'éditrice ou d'éditeur, c'est souvent des femmes, il est clé et on n'en parle pas forcément assez quand on parle d'écriture, je trouve. Moi, je te rejoins, Christophe, là-dessus. En tout cas, moi, ça a été un immense soulagement quand Isabelle Cambourakis, donc l'éditrice de la collection Sorcière, a répondu et du coup, on a eu des échanges sur le texte parce que j'avais l'impression de sortir d'un huis clos. Enfin, vraiment que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était dans mon équipe, de faire avancer le texte, d'avoir un regard extérieur. Et ça, c'est précieux, quoi. Moi, vraiment, ça a été un moment que j'ai énormément apprécié, quoi, d'avoir un retour honnête. Que je ne pouvais pas soupçonner de biais, parce que bon, faire lire aux amis, c'est quand même très limité. Et ouais, moi, je trouve que l'équipe fait avec une éditrice ou un éditeur, c'est très chouette, quoi. Et justement, je vais rebondir sur ce que vous dites de vos éditeurs et je vais vous redemander, je vais redire juste en 2 mots. Ouais, j'aime bien ces questions-là, c'est pas chouette, je sais. S'il fallait justement qualifier la relation auteur-éditeur, la vôtre nécessairement, s'il fallait la définir en 2 mots, vous utiliseriez lesquels? Alors moi, pour le coup, c'est assez facile. Je crois que je ne vais pas faire très original, mais moi, c'est vraiment confiance et respect, quoi. C'est bien en même temps. Ouais, pas forcément besoin d'être original sur ces aspects-là. Alors, confiance, évidemment, parce que il faut faire confiance pour montrer et il y a quelque chose de l'ordre du jeu. Moi, je suis plutôt joueur en général et du coup, je me rappelle avoir envoyé un mail à Nathalie il y a 3-4 mois en lui disant, si j'étais mon éditrice, je me demanderais un texte pour début juin, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et donc, du coup, elle a ouvert un nouveau mail et elle m'a envoyé un mail très formel en me disant, Christophe, ça serait bien qu'on ait un nouveau texte pour début juin. Voilà, donc il y a cette espèce de truc un peu sympathique qui se passe autour de l'écriture et autour du prochain livre. Donc voilà, le jeu et la confiance. Oui, pour moi, il y a une certaine douceur dans cette relation. C'est-à-dire que Pierre Fognon est quelqu'un, je pense déjà, qui s'adapte beaucoup au tempérament de ses différents auteurs et autrices. Je pense qu'il sait s'adapter un peu, je pense, à ce que veulent les auteurs. Donc, il y a une certaine douceur. Et en même temps, là encore, je rejoins tout à fait ce que disait Christophe, c'est-à-dire que des fois, j'ai envie de lui dire, non, mais t'es sûr vraiment, enfin, t'as pas envie de me challenger un peu plus. Bon, donc voilà, donc c'est bon. Mais ce qui est bien, c'est que bon, il n'y a pas que Pierre, il y a aussi dans son équipe d'autres personnes qui peuvent avoir des fois des regards un peu plus secs, voilà. Et bon, c'est utile aussi de les entendre. Je vois le temps filer. Avant de laisser la parole aux participants et à vos questions, la seule question à laquelle vous étiez préparés pour connaître un peu vos goûts de lecture, je vous avais proposé de présenter soit un livre de chevet, soit un livre que vous aimez beaucoup, peu importe, on l'appelle comme on veut, mais on vous écoute, on aime bien nous toujours avoir ce regard aussi de vos lectures, de ce qui vous inspire sans doute, peut-être. Ouais, du coup, moi, j'ai essayé de chercher, parce que je crois que j'ai souvent dit Dorothy Allison Pope, et en plus, je l'ai dit au début, donc je vais changer, et je vais prendre un roman. Et en tout cas, c'est la dernière lecture qui, moi, m'a énormément marquée. C'est un livre qui s'appelle Dans la forêt, de Jean Egland, et qui est un livre qui a été écrit il y a un certain nombre d'années, dans les années 90, je crois, mais qui a connu visiblement un succès un peu tardif, mais que je trouve exceptionnel. Donc, c'est un livre qui raconte le quotidien de 2 sœurs dans la forêt, justement, dans un climat un peu apocalyptique. Et franchement, c'est magistral. Je n'ai pas d'autres de mots. C'est très doux et en même temps très intéressant. Et alors, à lire dans la période qu'on vit, c'est assez... En vrai, ce n'est pas angoissant, hein. C'est vraiment assez chouette, mais voilà. C'est le livre que je conseillerais, en tout cas. Je crois qu'il est partagé. J'ai vu des têtes et j'en ai entendu beaucoup parler. Okay. Je m'étonne de ne pas avoir des petits commentaires en disant « Ouais, c'est vachement bien ».
évidemment, parce qu'il faut choisir, donc il faut éliminer plein de choses. Si j'en gardais qu'un seul, je crois qu'il m'a profondément déstabilisé. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait faire des choses très organiques, très fortes, avec des mots, et que on était plus dans l'ordre de la sensation, du ressenti, de la colère. Il y avait quelque chose, et alors je vais vous le dire, hein, finalement, Le Seigneur des Porcheries de Tristan Elgoff, qui est pour moi un roman, enfin c'est un roman, un premier, un dernier, je crois qu'il en a fait un deuxième, mais qui était un peu moins bien, et puis après il est décédé. Le Seigneur des Porcheries, c'est un roman autour de la colère, de la revanche, c'est à la fois bouleversant et monstrueux. C'est inspirant, donc, parce qu'on pourrait un peu dire ça dans votre roman. Mais bon, ça, c'est une autre, Voilà. c'est une autre dimension. Bon, moi, je Laurent? confirme dans la forêt, hein. Je viens de le lire très très récemment, là, il y a moins d'un mois, donc je suis resté exactement sur le même sentiment. Bon, sinon, moi j'en prends un qui, c'est bien, ça me fait une petite valise, il fait 27 tomes, c'est Les Hommes de bonne volonté, de Gilles Romain, parce que il y a tout dedans. Il y a l'aspect saga, il y a des descriptions qui sont fantastiques. Je crois qu'il y a une des plus belles descriptions de la guerre de 14 et de Verdun notamment. Où on comprend tout. Enfin, je veux dire, on comprend l'espèce d'imbécilité globale du système, de ce qui a conduit à ça. Donc bon, moi c'est un livre, alors évidemment 27 tomes, on les lit pas comme ça, je veux dire, ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà, c'est quelque chose où il y a un avant et un après. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester complètement indifférent quand vous avez passé autant de temps avec un auteur, avec cette histoire-là qui va sur plusieurs années. Donc, Bon, et puis sinon, j'aime quand même beaucoup Paul Auster. Là, je viens de relire Sunset Park. Bon, c'est terrible parce que vous le lisez, vous savez que ça se terminera pas forcément très très bien, et vous le lisez quand même avec énormément de plaisir. J'adore sa façon des fois d'être aussi abrupte dans ses fins, en fait, et de dire voilà, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Merci pour ces partages. Nicole, je te laisse, je n'ai pas les questions. Je te laisse le micro. Chouette. Alors, il y avait déjà une question autour de vos titres aux uns et aux autres. Savoir comment sont arrivées les orageuses, ce qu'il faut de nuit et puis les 7 gingembres. Alors, ouais, du coup, j'ai vu la question de Marie-Claire, je crois. Sur les orageuses, je crois que c'est moins mystique que ça n'y paraît. Je suis une grande fan de l'orage, en fait. C'est vraiment mon phénomène météorologique préféré, si on peut en avoir un. En tout cas, j'adore ce moment-là. Je trouve ça plein de... Enfin, moi, ça me fait pas du tout peur. Au contraire, je trouve que c'est rempli de puissance. Et ça m'est un peu venu, à un moment donné, je cherchais un mot qui soit pas... Sorcière, on l'a beaucoup entendu, quoi. Alors, certes, je l'utilise un peu dans le bouquin, mais je trouve que c'était pas tout à fait ça. Et du coup, ça m'est venu. Je me suis dit, ah, mais oui, elle pourrait être ça, ces filles. Elle pourrait être comme un orage, quoi. Et donc, ça m'est venu comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que je crois qu'au début, quand Mbourakis n'était pas très fan, ils m'ont un peu dit, genre, bon, il faudrait qu'on réfléchisse à un autre titre. Et puis, au fur et à mesure du travail sur le texte, ils m'ont dit, bah non, en fait, je crois que ça va être celui-là. C'est celui-là qui s'est imposé. Et maintenant, on a envie que ça soit ça. Et du coup, ça ira très bien. Moi, j'étais contente, hein, parce que je n'avais pas du tout envie de changer de titre. Mais voilà. Et moi, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que ce titre, au début, je l'avais pensé comme un titre provisoire. Les gingembres, en fait, dans l'histoire de ce type, c'est comme dans la cuisine japonaise entre deux poissons, pour se nettoyer, pour se faire une sorte de reset de la bouche. On prend du gingembre pour qu'on puisse continuer à avoir tous les goûts sans qu'il y ait de mélange que le chef cuisinier n'aurait pas voulu. Et là, du coup, ce type, il utilise des gingembres aussi pour séparer les facettes de sa personnalité. Et les gingembres, c'est des gingembres, pardon, je n'arrive pas à le dire, gingembre, pourtant ça fait un moment que je vis avec.
ce sont des gingembres sociaux. En fait, c'est des petites vignettes qu'il met sur Instagram, sur Facebook, pour montrer un peu le meilleur de lui-même. Et du coup, ça vient rythmer, et il y en a 7. Donc, du coup, c'est devenu 7 gingembres. Voilà, c'était l'histoire du titre, mais il n'y a pas eu de... Je finirai pas cette phrase. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'alternative. Non, il n'y a pas eu d'alternative. D'accord. C'est-à-dire qu'il s'est imposé très vite. 7 gingembres, c'était tellement à la fois absurde et qu'on n'a pas remis en question, personne n'a remis en question. Moi, le titre initial, c'était Ceci est mon sang. Donc, bon, pour ceux qui ont lu le livre et pour ceux qui vont un peu à la messe, vous pouvez arriver à voir pourquoi ce titre. Il me plaisait beaucoup. Hein. Bon, il ne plaisait pas trop, justement, à Marianne, qui est l'adjointe de Pierre pour nous. Et puis de toute façon, il était déjà pris. C'est un titre qui était déjà pris pour un tout autre sujet. Donc après, je suis retourné vers mon épouse en lui disant, bon, bah, écoute, tant qu'à faire, puisque ce titre ne va pas, j'aimerais bien un titre avec des arbres dedans. Parce que bon, j'étais sur... parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la couverture. Bon, alors moi, voilà, c'est là où on voit la limite de l'auteur vis-à-vis de son éditeur. Moi, j'avais envie d'une couverture où on voit un terrain de foot amateur, très verte, avec des arbres comme ça, un peu isolés les uns des autres, très grands, hauts, mais isolés des uns des autres. Bon, et voilà, ça s'est terminé avec une passerelle SNCF. Donc c'est voilà la limite du droit de l'auteur. Bon, plus sérieusement, en fait, donc mon épouse m'a trouvé Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres, qui est un premier vers d'un poème de Jules Supervielle qui s'appelle Vivre encore, d'ailleurs, qui est un très joli titre aussi. Et donc, Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres, et bon, c'est devenu, parce que c'était un peu long, Ce qu'il faut de nuit. On reste. Oui. Ouais. Du coup, il y a une question pour vous, Laurent. Savoir si vous avez été surpris par le succès immédiat du titre, notamment avec le prix Stanislas. Et comment vous avez vécu l'enchaînement Nicole, on est en train de te perdre, Nicole. Ah bon? Bon, non, je crois que je vais avoir compris un truc. Bon, non, mais ce qu'il faut dire, de toute façon, c'est qu'un livre, bon, c'est 9 mois de gestation. C'est-à-dire qu'en principe, hein, à partir du moment où vous avez remis votre manuscrit, bon, il y a quand même le temps qu'il soit publié. Il y a 9 mois où il va passer en relecture, où l'éditeur va l'envoyer bon, à un certain nombre de libraires. Bon, donc, bon, quand il fait ça, en principe, bon, il y a... on a quand même d'ores et déjà, avant la sortie officielle du livre, déjà des retours. Bon, donc ça permet déjà de se rassurer, quoi. Des fois, enfin, je veux dire, moi, je sais que je me souviens d'une visite que je lui ai faite. C'était bien avant la sortie du livre, et il me dit bon bah tiens, il y a il y a telle libraire à Épinal qui veut vraiment t'avoir, tout ça. Bon, ben voilà, je me suis dit, c'est génial, il y a au moins une librairie qui soutiendra le livre. Et après, bon, j'ai vu, il a été sympa, il m'a envoyé assez régulièrement bon, des feedbacks au fur et à mesure que les libraires prenaient le temps de lire le texte, tout ça. Bon, et voilà, et à un moment, vous vous dites, bon, bah, tiens, il y a une petite vingtaine de librairies en France qui sont déjà un peu, on va dire, supporters du bouquin. Donc, bon, bah, voilà, ça vous rassure. Bon, et puis après, bon, bah, il y avait l'histoire des droits à l'étranger. Bon, là encore, c'est un autre élément. Bon, en se disant, bon, bah, voilà, ok, c'est finalement plutôt bon signe. Voilà, vous avez des signes bon, qui interviennent un tout petit peu avant la sortie, parce qu'encore une fois, le livre, il vit déjà finalement avant la sortie officielle au mois d'août. D'autres questions? Si vous voulez ouvrir vos micros, vous pouvez aussi. Hein. On vous écoute. Il se demande si vous vous êtes lus les uns les autres. Ah oui, j'ai vu la question. Du coup, alors moi, j'ai lu le livre de Laurent, mais Christophe, j'ai pas lu ton livre car j'étais pas au courant. J'ai découvert ça avec l'annonce de la rencontre, avec la proposition de la rencontre. Ouais, moi, je n'ai pas lu malheureusement, mais je vais lire les livres de Marcia et de Christophe, mais je n'ai pas lu encore.
Et moi, voilà, je vais répondre la même chose. Je n'ai pas effectivement beaucoup lu ces derniers temps parce que je suis plutôt en écriture, c'est compliqué, mais du coup, ça va faire partie des choses aussi que maintenant que je vous connais, je vais voilà, mettre un contenu sur un visage. Je vois une main levée. Oui. Marie-Laure, tu veux poser une question? Non. Bonsoir à tous. Ce serait une question pour Christophe, dont j'ai énormément apprécié le roman et la couverture, parce que j'ai pu comprendre que c'était vous qui l'aviez faite, hein, cette très belle photo. Moi, la question, ce serait que sur la carapace dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'elle se fissurait facilement, jusqu'où elle se fissure lorsqu'on écrit un roman qui est aussi clivant, qui risque d'être mal compris, mal interprété, ou du moins pas comme vous l'auriez voulu, juste parce que le personnage est détestable. Alors, c'est une bonne question et je crois que j'aime bien les choses assez peu aimables. Et le prochain est assez peu aimable aussi, et celui d'après aussi, vraisemblablement. Et du coup, je me suis quand même entouré d'un certain nombre de précautions, c'est-à-dire que je l'ai fait lire, évidemment, à des associations. Je ne suis pas arrivé comme ça, au premier degré bien en tête, mais c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque, et c'est ce risque-là qui m'intéresse. Alors là, évidemment, on était au cœur de l'actualité. Le prochain ne le sera pas complètement, mais il y a ce risque de ne pas être compris et de raconter quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie de lire. C'est-à-dire que c'est pas forcément il n'y a pas forcément de happy ending. Et c'est même pas en plus parce que je pourrais condamner ce personnage, mais à la fin, il s'en sort pas si mal par rapport à ce qu'il a fait. Donc et en même temps, c'est ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de devoir d'embellir la réalité. Mais c'est vrai que j'ai eu des réactions très violentes de gens qui m'ont dit, mais ce mec-là, j'avais envie de le tuer. Et à contrario, j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi ce type, on l'emmerde, parce qu'il n'a rien fait de mal. Et donc, en fait, c'est un filtre. C'est un filtre qui est intéressant. C'est-à-dire ça permet de voir un peu où sont les gens par rapport à ces problématiques. Mais oui, je me suis fait un peu engueuler parfois, oui. Merci. D'autres questions? Au sujet des couvertures, oui, parce que du coup, les précisions de Laurent ont aiguisé la curiosité sur les couvertures des deux autres romans. Donc, comment ces couvertures ont été travaillées? Alors, moi, on m'a demandé si... Enfin, du coup, Isabelle m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et du coup, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était artiste et qui faisait des illustrations et qui était concerné par le sujet et qui m'a proposé de faire la couverture. Et du coup, moi, j'étais ravie de ce qu'elle avait proposé. On a eu très peu d'allers-retours parce qu'elle travaillait à la main, donc ça faisait refaire un dessin à chaque fois. Mais en gros, j'ai un peu dit, moi, je veux du bleu marine. Et, et, franchement, j'ai dû donner un pitch catastrophique. J'ai dû dire, je veux qu'il y ait du bleu, des vagues et un peu d'orage et après démerde-toi. Et elle a, elle a fait la couverture que je trouve très belle. Ouais. Et Cambourakis, du coup, à Cambourakis, ils l'ont validé immédiatement et c'était très chouette. Et moi, j'ai demandé à un ami avec qui je travaille, qui a un plutôt bon œil, de chercher des images, parce que je sais comment ça se passe dans l'édition. On est sur des photos Getty, des photos de stock. Et donc, du coup, il m'a fait une petite recherche et on est tombé sur une photo incroyable avec cette tête de femme et ses bras qui sortent de persiennes. Et du coup, j'ai mis 1 mois et demi à trouver l'auteur. Et en fait, l'auteur du montage n'était pas l'auteur de la photo. Donc, la fille m'a donné, elle habite à San Francisco, elle m'a dit, évidemment, vous avez mon autorisation, mais moi, j'ai juste piqué des images. Donc, elle m'a donné le nom des photographes que j'ai retrouvés. Et il y en a un qui a refusé absolument de donner, puisque c'était une photo d'une baronne des années 50, etc. Donc, il a refusé. Donc, j'ai demandé à cet ami de refaire le montage en cherchant des images, etc. Donc, voilà, ça m'a pris 2 mois et demi, mais j'avais à peu près ce que je voulais, contrairement à Laurence, j'ai bien compris. Voilà. J'ai plutôt essayé d'imposer gentiment quelque chose parce que voilà, la couverture aussi avait plu à Nathalie. J'ai vu Corinne tout à l'heure, je crois, qui voulait parler. Bonsoir à tous. Moi, j'ai lu que 2 livres sur les 3. Je suis désolée, je n'ai pas lu encore celui de Christophe, mais il me sera bientôt dans les mains.
je voudrais savoir, euh, pour chacun, pour revenir sur chacun de vos livres, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction de lecteur qui vous a le plus surpris? Hmm. Alors, je précise juste que quand même je réponds en premier à chaque fois parce que c'est ce qui a été décidé en off, hein. C'est pas parce que je prends la parole de manière péremptoire à chaque fois. Mais donc c'est intéressant la question parce que les réactions qui m'ont, j'ai eu une réaction en fait, j'en ai eu une qui m'a énormément surpris. En fait, moi je crois que j'avais un peu l'idée que et j'en étais pas spécialement satisfaite, hein, mais que ça allait être un livre qui allait être beaucoup lu par des femmes. Et, et autant, moi, ça me fait. Enfin, évidemment que je suis grave contente de ça et je trouve ça trop chouette et j'avais très envie d'en discuter euh, entre nous, mais je crois que j'étais aussi un peu curieuse de savoir comment ça pouvait être pris par un homme. Et j'ai eu plusieurs réactions que j'ai trouvées, enfin, qui m'ont surprise dans le bon sens. Notamment, j'ai un monsieur qui était libraire en Suisse qui m'a retrouvé sur Facebook et qui m'a envoyé un long message que j'ai trouvé pour le coup ouais, surprenant et très intéressant et très chouette quoi. Donc un retour où il me disait que c'était la première fois qu'il avait l'impression de comprendre euh, ce qui se passait en fait quand on avait été agressé et qu'il n'avait jamais réellement pris la mesure. Et je crois que c'était un message très humble, quoi, très, très chouette à lire. Et j'ai trouvé ça, ouais, pour le coup, surprenant et très chouette. Et puis, je crois que j'ai été aussi surprise de la réaction de mon père. Mais bon, ça, c'est encore... je ne sais pas si on le compte dans les réactions de surprise des lecteurs. Mais ouais, j'ai eu une très, très chouette conversation avec mon père à la suite de sa lecture et qui m'a aussi énormément surprise. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que c'est intéressant, les réactions des gens de l'entourage en général, c'est assez surprenant. Alors moi, j'ai eu le spectre entier des retours, ce qui me plaît plutôt pas mal, c'est-à-dire entre des gens qui m'ont dit, notamment des libraires, que voilà, que c'était culotté, mais que ça fonctionnait, et puis des gens qui trouvaient que ça fonctionnait pas. Donc, j'ai pas été plus surpris, j'ai été surpris plus par la diversité des retours sur un même objet, en fait, parce qu'il n'y a pas 10 livres, il y en a un seul. Et en fonction du prisme, du vécu, des a priori, des biais, de ce que les gens projettent sur moi, etc., il y a eu. Donc, c'est plus ça qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'avec un seul objet, on peut avoir des réactions diamétralement opposées. Et c'est plutôt chouette. Moi, j'ai eu bon, un certain nombre de confidences je veux dire, de la part de personnes que j'avais côtoyées, que j'aimais beaucoup et bon, dont je connaissais qu'une partie finalement, qu'une toute petite partie de leur vie. Et voilà, des personnes qui m'ont appris que bon, leur frère avait été en prison, qu'ils avaient passé plusieurs années à aller le visiter. Bon, des choses donc vraiment qu'on pourrait pas imaginer. Mais bon, pas simplement sur ce sujet, pas simplement des confidences sur le sujet, enfin liées au sujet du livre. Mon prof de maths, par exemple, de terminale, m'a écrit une très très longue lettre, très belle lettre, vraiment magnifique lettre, où il m'a expliqué un peu son parcours. Donc bon, c'est vrai que je n'étais pas très bon en maths en terminale, mais voilà, je ne sais pas si c'était une façon pour lui de. Bon, mais c'était une lettre très, très émouvante, je veux dire, bon, écrit d'une écriture très fine, très tendue. Ça, bon, voilà. Donc, je pense que ce qui est le plus étonnant, ouais, ce sont peut-être des confidences spontanées qu'on vous fait, soit en lien avec le livre, soit finalement qui vont bien au-delà du livre. Peut-être une dernière question? Oui, Olivier, tu veux pas la poser directement parce que je comprends pas bien. Olivier, Excusez, bonsoir. voilà. Oui, ma question est un peu bizarre, effectivement. J'ai eu la chance de lire les 3 livres, donc c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question. Dans chacun de vos livres, vous avez des préfaces. Citations, enfin, peu importe une préface. Des Qu'est-ce exergues. que vous auriez mis en postface maintenant à ces livres?
Du coup, moi, j'ai mis effectivement juste une phrase, et donc pour la postface, entre guillemets, ça serait aussi peut-être juste une phrase, mais euh, je, je crois que ce que j'aurais mis, ça aurait été quelque chose comme prenons soin de nous, quoi. Merci. Alors, c'est compliqué parce que mon roman est plutôt circulaire, c'est-à-dire qu'on recommence exactement là où voilà, donc le premier chapitre et le dernier chapitre sont quasiment le même. Peut-être que ça aurait été la morale, une sorte de morale en tout cas, il n'y avait aucune raison que ça se passe bien. C'est bon. Non, moi, je crois que j'ai pas envie du tout de mettre une postface. J'ai envie de terminer sur ce point. D'ailleurs, j'ai pas de préface non plus. Donc voilà, au moins j'ai un certain équilibre là-dedans. Merci beaucoup. Vous croyez être quitte, mais pas tout à fait. Il y a un petit exercice de fin à ma sauce, c'est-à-dire encore une fois avec un seul mot, en réponse à la question qui est écrire c'est. Je voudrais pas être à la place de Marcia. Oui, c'est pas très sympa que je doive commencer. Alors, on va faire l'inverse. On va commencer par Laurent, Christophe, et on va finir par Marcia. Désolé. Non, je sais Par pas. Christophe, je sens que Christophe, il a la réponse. Ah, ça, c'est dur. Un seul mot, c'est compliqué, mais si j'en choisissais, ça serait plutôt, au sens étymologique du terme, déranger, c'est-à-dire sortir des trucs des boîtes toutes faites, déranger. Voilà. Et là, c'est le silence. Non, j'ai vraiment... j'y arriverai pas. Je suis désolé. Bon, ben, on reviendra la poser. Marcia? Moi, je dirais peut-être 2 mots, disons, parce que je décide de tricher, mais pour simplifier, je dirais peut-être écrire, c'est faire exister. Ouais, moi je crois que ça me correspond bien. On prend. Laurent, toujours pas? Non, vraiment, j'ai trop d'images différentes, donc je n'arriverai pas à les synthétiser. Et puis, donc, non, je passe mon tour. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On vous... Ah oui, Marcia. Non, en fait, c'est juste que je ne sais pas si c'est très orthodoxe, mais moi, j'avais une question. Alors, je sais que, du coup, je profite de manière très impolie. En fait, j'avais une question pour Laurent. Je me demandais s'il avait en tête l'histoire de Clément Méric quand il a écrit son livre ou pas du tout. Parce que moi, j'ai eu vraiment ça en tête pendant tout le long. Et du coup, ouais. Non, non, pas du tout. Enfin, vraiment, c'est... Encore une fois, bon, c'est une histoire finalement qui est née assez... Enfin, c'est pas une histoire préparée, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est... c'est un livre, c'est un texte que j'ai écrit assez vite, en quelques semaines. Donc, qui ne s'est pas appuyé sur des recherches ou sur des... si tu veux, tu vois, de choses comme ça. Enfin, c'est... Voilà, il s'est présenté comme ça. J'ai eu juste le sentiment qu'il y avait un bon momentum, quoi, qui se passait. C'est-à-dire que chaque jour, j'avais des éléments nouveaux qui venaient assez facilement. Donc, je me suis dit, bon, on va saisir ça. Mais il n'y a pas eu, ça peut être différent d'ailleurs pour d'autres textes. En tout cas, pour celui-ci, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu il n'y a même pas eu de plan, quoi. Enfin, je veux dire, je n'ai même pas un seul cahier, alors que bon, pour d'autres textes, bon, j'ai écrit des choses. Là, il n'y a pas eu un seul plan de me dire, tiens, à un moment donné, il faudra que ça arrive à tel endroit, tout ça, quoi. Bon, merci beaucoup. Mais j'adore. On n'est pas orthodoxe, c'est très bien. Eh bien, merci. On vous lira donc à l'automne, Christophe et Laurent, si j'ai bien compris et si je vous ai bien écouté. Marcia, c'est en cours. Oui, j'arrive. Ouais. Mais on sera là, nous. On n'est pas, on fait preuve de patience. Merci beaucoup à tous les trois. On vous a gardé jusqu'au bout.
Il n'y a pas eu des petits problèmes de son parfois, mais on vous a gardé tous les trois et il n'y a pas eu de coupure. Donc, c'est bien, c'est que mes questions n'étaient pas trop problématiques. Et puis, merci à tous les participants, évidemment, d'être là au rendez-vous, ceux qui sont là tous les mardis, ceux qui viennent de temps en temps. C'est très chouette de vous recevoir. Et puis, à mardi prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci.